Bienvenue dans Sous Compromis, le podcast où l'on parle immobilier sans détour. Ici, nous partageons avec vous des parcours d'investisseurs, leurs réussites, leurs erreurs et les compromis qu'ils ont dû faire pour atteindre leurs objectifs. Que vous soyez déjà dans l'immobilier ou vous envisagiez de franchir le pas, nous sommes là pour vous guider, vous inspirer et surtout pour démystifier l'investissement immobilier. Alors prêt à passer sous compromis avec nous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous Compromis. Aujourd'hui, on accueille Antoine Garnier, investisseur mais aussi courtier en prêt immobilier, qui va nous raconter son histoire, son parcours, mais aussi son métier dans ce milieu un petit peu particulier, ce contexte un peu particulier. On commence? Allez, on est parti. Parfait. Eh ben, merci pour votre invitation, merci pour votre accueil. Merci. Peut-être que tu peux déjà te présenter, dire qui tu es, commencer par ton parcours peut-être d'investisseur, tes investissements immobiliers, et puis après on basculera sur la partie pro et ton métier que tu exerces dans ce contexte aussi. Eh ben, c'est parti pour la première casquette, on va dire, investisseur. Donc, moi, j'ai commencé à investir à l'âge de 25 ans. J'ai fait un peu tout ce qui paraît un peu compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'avais fait le constat que bon, j'étais installé professionnellement, ça depuis plusieurs années. J'avais pas spécialement d'envie de me fixer sur un point précis, donc le côté locataire m'allait bien et je me disais: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour diversifier un petit peu?» Alors non pas mes revenus, parce que je voulais pas forcément un revenu immédiat, mais plutôt capitaliser pour la suite, cette fameuse retraite qui arrivera un jour ou pas. Ou pas. Ou Plutôt pas, pas, hein. ou plutôt pas. Donc je me suis dit: «Voilà, comment je peux occuper un petit peu mon temps à diversifier mon patrimoine?» J'ai passé un petit peu de temps, comme beaucoup je pense sur internet, à regarder différentes choses, que ce soit la bourse, que ce soit crypto-monnaie, c'était 2017, donc franchement crypto-monnaie, fallait être bon ou très au courant pour pouvoir déjà y investir. Moi je me suis vite dirigé sur l'immobilier parce que ça me semblait être le plus palpable pour moi. Je voulais quelque chose qui me rassure, qui soit physique et puis qui répond aussi, je trouve, à un besoin primaire. Tout le monde aujourd'hui a besoin de se loger. Donc, j'invente rien en disant ça. Donc, c'est ce qui m'a le plus parlé. Je me suis donc du coup pas mal documenté et c'est vrai qu'après, alors sur internet, il y a un petit peu tout et rien. Faire un petit disclaimer là, sur tous les vendeurs de rêves qu'il peut y avoir. C'est une mine d'or, il faut arriver à faire le tri. Il y avait beaucoup moins de coachs en tout genre sur Instagram qu'aujourd'hui. Mais néanmoins, moi, c'est ce qui m'a aussi permis d'investir. C'est d'avoir des gens qui en avaient déjà fait, en fait, c'est de prendre de l'expérience des gens qui avaient déjà fait. Donc, n'ayant pas de connaissances techniques, je me suis rapproché c'est drôle, d'un couple d'investisseurs aussi qui avaient déjà fait ça à titre perso et de leur expérience pouvaient accompagner des gens sur ce projet-là. Donc quand je disais que c'était quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que j'étais locataire et moi je suis parti directement sur l'idée d'acheter un immeuble parce que j'avais un petit peu peur du côté copropriété. J'avais aussi l'idée de me dire, plutôt que d'acheter un bien, si je peux en avoir deux, trois, je peux aussi diluer le risque et du coup avoir plusieurs locataires, plusieurs lots. L'idée c'est d'avoir peut-être, même si j'avais un lot vide, ben, pouvoir avoir d'autres lots qui me payent mon crédit. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que en les contactant, j'ai pu affiner aussi et bénéficier de leur expérience parce que, comme encore une fois, moi, j'ai pas d'expérience sur les travaux, j'avais jamais visité de bien. Et voilà, le premier point important, c'est de pouvoir bien s'entourer. On a pu, bénéficier, voilà, de tout leur savoir-faire pour notamment cibler les biens, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Par quoi commencer, quelle zone, quel type de bien. Moi, je voulais quelque chose qui soit proche de chez moi pour pouvoir être possiblement sur place rapidement. Chacun a sa stratégie. D'autres vont cibler des villes un peu partout en France. Moi, ça me rassurait le côté de proximité. On est sur une région, voilà, en Bourgogne, on a quand même des prix qui sont assez accessibles, selon qu'on s'éloigne plus ou moins des grandes villes. C'est clair. Du coup, tu as investi dans quel secteur? Si tu peux donner un peu Alors, on est à de 10 minutes de précision. Dijon, mais on est en pleine campagne puisqu'on est sur un village qui fait 700-800 habitants peut-être. Ah ouais. Donc, on est à la fois à la ville et à la campagne, on mixe un petit peu les deux. On a quand même la proximité avec une grosse ville qui est Dijon, des moyens de transport qui vont bien, mais le côté campagne où vraiment on entend que les oiseaux, il y a pas beaucoup de voitures qui passent. Et du coup, en termes de prise de risque, comment tu
placerais l'investissement que tu as fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt risqué ou alors pas du tout? Eh ben, on peut peut-être le juger par les chiffres, parce que pour la faire, très courte, le bien était affiché à 80 000 € et je l'ai, négocié à 40 000 € et c'est passé parce que c'était une succession et le bien en lui-même, c'est une maison avec une grange. Il y a plus de 200 m², donc voilà, le prix au mètre carré est quand même intéressant. Plus de 200 m² pour 40 000 €, sauf que, au niveau des travaux, on a gardé que les murs et un bout du toit. Pour donner un ordre d'idée, sur 40 000 € d'achat, on a quand même mis 260 000 € de travaux. Ouais, Sûr. Donc niveau risque, voilà, bah, on l'a vu sur la partie financement, parce que du coup, c'est un petit peu l'enchaînement avec du coup les différentes étapes de l'achat. Où la partie financement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a X fois le prix du bien en travaux, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, est-ce qu'on va retrouver la valeur des travaux dans le prix du bien? C'est pas simple. Et il faut rappeler que, alors bon, on était en 2017, les normes d'octroi étaient un petit peu différentes au niveau bancaire, mais enfin, on avait quand même un profil. Alors, on a investi à deux, hein, je parle parce que je suis là, mais il y a aussi ma conjointe, qui est ma femme aujourd'hui, qui m'accompagne dans le projet. Alors, au début, c'était un projet solo, mais elle s'est pris un petit peu dans le jeu et on l'a fait à deux. Et bon, on en parlera après, mais pour plein de raisons, je pense que c'est bien d'être aussi deux. Et donc, au niveau de la banque, effectivement, deux locataires, de CDI certes, un petit peu, effectivement d'épargne de côté, mais nous on a présenté un projet où, on ne mettait pas d'apport sur ce projet-là, ce qui est un peu dingue aujourd'hui. Zéro apport et puis un financement, oui, de 260 000 € de travaux pour, 40 000 € de valeur de bien, donc quelque chose qui est un petit peu fou. Donc on l'a vu pour la banque parce que la banque, une des erreurs aussi, ou en tout cas, c'était mon inexpérience, j'ai été voir mon banquier, je lui ai présenté un faux projet, c'est-à-dire un projet équivalent mais qui n'était pas le mien, pour qu'il commence à travailler dessus et puis il m'a dit: «Oui, oui, écoute, pas de souci, ta situation fait que moi je pourrais te prêter sans problème». Donc je me suis dit: «Top». Du coup, tu n'étais pas courtier à l'époque. Je n'étais pas courtier, non, non, ça c'est ma deuxième casquette est arrivée après justement ces investissements-là. J'étais vraiment dans une autre vie, dans le monde du vin, donc rien à voir, Ah oui, rien à voir. rien à voir. Et du coup, pas cette expérience bancaire qui m'a servi, je pense, pour mon métier. On en reparlera après. Et mon banquier m'ayant dit: «Oui, pas de souci», bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais la fleur au fusil, signer mon compromis, commencer à faire les du travaux, bon, bah, tout va bien. Je dépose mon dossier auprès de mon banquier qui me dit: «Bah, voilà, peut-être 3 4 semaines plus tard, ce sera bon», puisqu'il m'avait déjà donné un accord, verbal, donc moi je me suis dit: «C'est tout bon». Et puis, il m'appelle et en plus c'était, vacances d'été et il m'appelle, c'était début juillet je crois, en me disant: «Ben, on a un problème en fait, la banque refuse parce que tu n'es pas propriétaire et que tu n'as pas d'apport». Bon, je pense que c'était convenu un peu dès le départ, enfin c'était un peu écrit dans le dossier qu'on était locataire et que alors on avait de l'épargne mais qu'on souhaitait pas en mettre. Et ça, on l'a su, ben, compromis généralement, on a 2 mois pour trouver le financement. Il s'est passé un bon mois avant qu'on ait le retour négatif. On arrivait en période de vacances scolaires et là, c'était un petit peu la panique. Et donc mon premier rapport au courtage, ça a été effectivement une recommandation d'un ami d'amis qui était courtier et qui du coup, m'a accompagné sur le projet, a vraiment pris les choses en main et a pu trouver rapidement un crédit aux conditions que je souhaitais, à savoir, pas d'apport, les taux de l'époque, on n'en parle pas, mais voilà, on était un petit peu au-dessus de 1 et donc Ouais. mais ouais, c'était une époque aujourd'hui où c'était enfin, hier où c'était quand même beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. On se posait moins de questions. Les banquiers, prenaient moins voilà, moins de risques aussi, ou moins de garde-fous pour l'octroi de crédit par rapport à aujourd'hui. Et là, Hem, on arrive sur la partie travaux. Travaux, justement, c'était à ça que je pensais, c'est pour ça que j'ai fait un gros parce que Ouais. c'est compliqué. La chose la plus intelligente qu'on ait pu faire, c'est de pouvoir s'entourer de gens, qui avaient déjà travaillé chez des gens qu'on connaissait. En fait, on a pris tout notre cercle, on a, sondé un petit peu tous les gens qu'on connaissait, qui avaient fait construire ou qui avaient, fait les travaux chez eux, et puis on a eu toute une liste d'artisans. Alors on en a sélectionné à chaque fois, on va dire 2 ou 3 sur lesquels on a fait des devis. On n'a pas forcément pris le moins cher, mais en tout cas celui où on avait le plus confiance, soit par rapport à la relation qu'on a pu avoir, soit par rapport, à ce qui s'était passé, chez nos amis qui les avaient déjà fait travailler. Et bah, ça nous a donné raison parce que le seul artisan qu'on a pris sans le connaître, c'est parce que le maire du village m'a dit: «Bah tiens, je les prends en ce moment, ils bossent à la mairie, donc pas de souci, prenez-les, c'est quelqu'un du coin». Et en fait, on s'est aperçu au même moment qu'il y avait des malfaçons et c'est vraiment le seul vraiment qu'on n'ait pas pris par recommandation, si ce n'est, bah, là, le hasard qui travaille sur la commune, qui a fait que c'est mal passé. Mais heureusement, ça s'est bien passé pour les autres parce que les travaux, c'est compliqué.
on n'est pas du métier, donc il faut arriver à avoir des gens de confiance justement, des artisans de confiance. Parce que donc autant on s'est fait accompagner sur la recherche du bien, sur la partie fiscalité, mais on n'avait pas d'accompagnement vraiment au jour le jour sur la partie travaux. C'était plutôt piloté de loin. Et c'est vrai que nous, on en a tiré comme enseignement que même si on n'y connaît pas grand-chose, alors déjà on peut se documenter, mais surtout il faut y aller tous les jours en fait pour voir. Enfin, moi c'est notre avis, c'est d'y aller tous les jours pour voir comment ça se passait, déjà pour apprendre, pour voir toutes les étapes. On trouvait ça plus intéressant d'avoir toutes les étapes plutôt que de voir le produit fini. Ça permet aussi de comprendre comment tout s'articule entre les artisans, parce que ça aussi, quand tu fais maître d'œuvre un petit peu toi-même, il faut aussi coordonner tout le monde sur le chantier, gérer les plannings artisans, donc c'est pas très évident. Et puis, ça permet quand même d'être sur le chantier sans forcément nous voir directement les malfaçons. Alors, s'il y a des choses qu'on voulait faire différemment, c'est aussi l'occasion de les corriger. Mais parce qu'aussi, on allait sur les chantiers, on a un artisan que j'ai toujours en contact qui nous a dit, qui jetait un peu un coup d'œil par-dessus l'épaule de l'autre en disant regarde, ça c'est pas forcément conforme à ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas la norme, tu devrais jeter un œil. Et effectivement, ça nous a aussi, merci à lui, mais ça nous a aussi aidé à du coup prendre de bonnes décisions à temps. Le fait d'être régulièrement sur les chantiers. Donc là, on avait la possibilité de le faire parce qu'encore une fois, l'investissement était à 15 minutes de la maison. Mais c'est vrai que quand on est loin, d'avoir quelqu'un qui peut être ses yeux, ça peut être, enfin, pour moi, c'est nécessaire. Du coup, le chantier, c'était, comme tu as dit, une grange que tu as divisée en plusieurs appartements. Oui, donc il y a une maison, rez-de-chaussée R+1, même chose du côté grange, où en fait, on a pu diviser la maison en 4 appartements, 3 T2, 1 T3, qui sont plutôt grands, entre 50 et 60 mètres carrés. Et effectivement, voilà, il a fallu un peu se projeter et déceler ce potentiel-là, parce que c'est une maison qui était en vente depuis longtemps, un peu au centre du village, donc il y a beaucoup de gens qui la connaissaient, mais c'est vrai que bon, personne a dû avoir l'idée. Surtout que c'est un peu, après, je pense que de toute façon, tout est fait de hasard, mais là, c'était vraiment hasard parce que on avait planifié une visite, enfin plusieurs visites, parce que l'idée, c'est quand même de visiter plusieurs biens. Et c'est intéressant de visiter plusieurs secteurs, plusieurs biens pour se rendre compte de l'état des immeubles ou des maisons. Parce qu'après, sur les photos, c'est bien beau, mais quand on y va, on a vu au choix un arrêté de péril sur l'immeuble d'à côté. En fin d'après-midi, on a vu qu'il y avait de la mérule dans la maison. Et cette maison-là, on ne devait pas la visiter, mais la maison qu'on avait ciblée s'est vendue. Et du coup, on a sondé la journée, on dit, bah non, mais maintenant qu'on est là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à visiter? Puis elle a dit, bon, j'ai bien un truc, mais qui me traîne depuis un bout de temps. Et on peut toujours y aller, de toute façon, vous êtes là, ça coûte rien. Et effectivement, bien nous en a pris. La négo était belle. La négo était belle, c'était une succession, ils avaient plusieurs biens, et du coup, effectivement, c'était 80 000. Et puis on s'est dit, bah après, de toute façon, on n'a rien à perdre. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, ça fait longtemps que c'est en vente, on va tenter effectivement une négo un peu agressive. Et effectivement, 40 000 euros, il y a eu un peu de réflexion et c'est passé. Donc, Une contre-proposition de la part des vendeurs. non, 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 ça a été plutôt accepté rapidement, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc il faut oser, il n'y a pas grand-chose à perdre, hein. Au pire, ils disent non ou ils font une contre-proposition. Ils ont dit oui, donc voilà. On aurait regretté de ne pas avoir négocié le prix. Donc, surtout que, vu l'ampleur des travaux, parce qu'encore une fois, on a vraiment gardé que la structure. Même certains planchers intérieurs ont été supprimés, ont été refaits. Donc vraiment, on a gardé que la carcasse, un bout de la carcasse. Donc ouais, c'était vraiment des gros travaux. Avec le recul, c'est un projet quand même costaud pour démarrer, mais voilà, c'est peut-être un peu la conscience de l'âge. Ça vous a pris combien de temps en tout entre le moment où vous avez en gros visité, acheté et mis en location? Alors, un peu plus d'1 an, je dirais quand même, parce que on a acheté, et après il s'est passé quelques temps, le temps qu'on puisse sélectionner les artisans, les faire venir, faire des réunions de chantier, faire les plans aussi. On les faisait en collaboration effectivement avec les gens qui nous ont aidés aussi, mais c'est vrai que par la suite, j'ai appris un peu à me servir d'AutoCAD pour modifier des choses, parce qu'en fait, j'ai dû faire, pour artisan avec le recul, j'ai dû envoyer 13 ou 14 versions à chaque fois qu'on faisait une réunion de chantier ou un petit point le lundi. Ah tiens, ça change, du coup, je leur envoyais des nouveaux plans, donc les pauvres, je sais même pas s'ils ont tous ouvert parce que c'était quand même dense, mais oui, ça permettait, voilà, aussi d'être présent. Ça permet aussi surtout sur une rénovation d'ampleur comme ça, de pouvoir après modifier des choses. Et peut-être que ce que nous on imagine, en fait, l'artisan qui fait ça depuis 5, 10, 20 ans, il va se dire, non, mais ça c'est plus logique, fais ça comme ci, fais ça comme ça. Sans compter pardon, je te coupe, sans compter aussi les mauvaises surprises, parce que qui dit démolition dit qu'est-ce qu'on va trouver derrière ce qu'on voit à l'instant T. Ouais. Et notamment, c'est pour ça qu'on a refait des planchers, parce qu'en fait, on avait des plafonds qui étaient plutôt beaux, sauf qu'en fait, à la démolition, les poutres étaient quand même bien, bien cintrées. Et on s'est dit, on veut que ce soit du propre, du neuf, que ça dure X années, qu'on n'ait plus à s'en occuper. C'est aussi l'avantage de faire une rénovation globale, c'est que, en principe, on n'a plus rien à refaire. Un petit bricole, un petit coup de peinture, une petite retouche, mais globalement, on n'a rien à faire. Donc voilà pourquoi on est parti sur ce schéma-là. Mais ouais, gestion de travaux,
c'est dense et il faut être prêt à le faire. Avec le recul, c'était très prenant. Moi, des fois, je pouvais pas toujours y aller ou c'est ma femme qui y allait. Psychologiquement, c'est lourd. Sur Ouais, un c'est an, clair. il faut tenir, hein. Ouais. Oui, oui, bah oui, oui, trouver des créneaux dans la journée pour pouvoir y aller parce que les artisans ne finissent pas non plus à 20h, ce qui est logique. Ils arrivent tôt le matin, mais si on démarre tôt à bosser aussi le matin, il faut qu'on puisse y aller avant 17h. Enfin, ouais, il faut arriver à jongler. Donc, pour le coup, c'est pas simple. Donc, la délégation a été faite sur plein d'étapes, pas sur celle-là. Et c'est vrai que, bah, avec le recul, alors c'était très formateur, mais c'était aussi très chronophage et assez stressant, faut le dire. Et entre le budget que vous aviez estimé peut-être à la base et le budget final des travaux, est-ce qu'il y a eu un petit écart? Est-ce que c'est quand même Forcément, quelque on fait chose qui tous a cette été... erreur de débutant de dire, allez, je sais plus quelle marge on avait pris, mais on n'avait pas pris une grosse marge. On avait tout chiffré pour le coup avant, mais on avait voilà, gonflé un petit peu les devis pour dire ça va être bon. Sauf que entre bah, la démolition qui a donné des surprises, des petits aménagements qu'on a dû faire, il a fallu quand même aller rechercher une petite rallonge parce que voilà, on aurait dû plus gonfler. Ça c'est un conseil à donner à tout le monde, mais voilà, de pouvoir gonfler l'enveloppe travaux, quitte à pas l'utiliser, et que du coup on débloque pas tout et qu'après le prêt soit recalculé sur ce qui a vraiment été utilisé, plutôt que là devoir demander une rallonge parce que pour le coup, la rallonge a été beaucoup plus compliquée finalement que le prêt qui déjà lui était compliqué à la base à avoir, qui s'est finalement bien passé avec un courtier, mais la rallonge que j'avais demandé en direct, qui n'était pas forcément énorme, là ça a été plutôt compliqué parce que bah, c'est vrai que le prêt était encore pas rentré en amortissement, il y avait beaucoup de travaux. C'était compliqué, il a fallu, voilà, bloquer un petit peu d'épargne, c'était très long par rapport, au prêt principal. Donc voilà, le conseil, c'est de pouvoir non seulement bien chiffrer, mais se prévoir une marge de sécurité, surtout sur un projet d'ampleur comme ça Ouais, c'est clair. où les surprises étaient forcément, nombreuses. Et du coup, après, tu es passé sur la mise en location. Vous avez choisi quel type de location meublée, nue, pourquoi? Alors, on a fait du nu, pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qui colle mieux à la zone. J'ai fait, la fameuse technique des fausses annonces aussi pour sonder un petit peu le marché et j'ai vu qu'on avait une grosse demande parce que alors, pour notre expérience, l'avantage d'être placé à 10-15 minutes d'une grosse ville comme Dijon, c'est qu'en fait, on a 2 types de 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 locataires, je vais y arriver. C'est-à-dire que de un, on va avoir les locataires qui sont, en ville, qui sont à Dijon et qui en ont marre de la ville, mais qui ne veulent pas être très loin, soit parce qu'ils y travaillent, soit parce que malgré tout, il y a toutes les commodités. Donc qui veulent être à la campagne, mais pas très loin de la ville. Et on a l'inverse, on a ceux qui habitent très loin, vraiment en race campagne, et qui veulent se rapprocher de Dijon, mais toujours garder un lien soit avec leur, famille actuelle, soit effectivement encore pas être trop loin de Dijon, mais pas vivre en ville. Donc on a quand même beaucoup de demandes. Et puis quand on est sur un secteur campagne, on s'est rendu compte en fait dans une étude de marché qu'il y avait beaucoup de biens où on avait la fameuse kitchenette, les deux feux électriques en inox. On avait une salle de bain avec oui le vieux lavabo sur pied. Rose? Ouais, c'est ça, souvent rose, orange ou marron. Qui va avec le carrelage en fait de la Oui, salle de bain. c'est ça. C'est un peu ça. Tout est Et de la même couleur. alors que sur les annonces, c'est marqué, hein, c'est propre, rien à faire, rénové. En fait, oui, quand on voit ça et qu'on se dit, bah nous, pour le coup, on a fait du vrai rénové et pas simplement dire oui, j'ai mis une kitchenette, mais enfin bon, c'est pas une vraie cuisine. Ouais. Euh, ça a permis du coup de louer facilement. Donc le nu, uniquement une cuisine neuve, propre et une salle de bain sympa avec des rangements, une grande douche, des carreaux de ciment, une déco qui va bien, tout le reste blanc. Et ça permet à chacun voilà, de se projeter. On est sur une cible des locataires, on est entre 25 et 30 ans. Souvent, c'est jeunes actifs, premier appart. Et c'est vrai qu'on s'est pas forcément trompé parce que ça fait 6 ans que c'est en location. Les seuls départs qu'on a, c'est parce que c'est pour des heureux événements, c'est un travail plus intéressant ailleurs, c'est bah, un enfant, c'est à chaque fois voilà, des projets de vie qui font que les gens partent parce que ils ont besoin de plus grand ou d'aller ailleurs et pas forcément d'avoir juste un autre appartement mieux, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir quelque chose de neuf, bah, c'est qu'on est un peu dans le haut du marché. Donc, à la fois en termes de prestations pour les locataires, c'est intéressant, et à la fois pour nous en termes de location et de valeur locative, c'est aussi intéressant. On peut se permettre de louer plus cher parce que on est mieux que le marché en termes de prestations sur cette localité-là. Ouais, c'est clair. Et c'est un achat que vous avez fait en nom propre, en SCI? Comment vous avez déterminé votre choix fiscal? Eh ben, le choix fiscal s'est fait par rapport à notre situation personnelle et puis par rapport aux objectifs qu'on avait. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas forcément de tirer un revenu immédiat, mais plutôt d'avoir déjà un bien qui s'autofinance, voire même qui peut rapporter un petit peu de cash flow, mais qui
qui surtout vit sa vie entre guillemets, va pas nous impacter nous sur notre imposition au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'acheter en société, donc en SCI et à l'impôt sur les sociétés, pour justement savoir que l'immeuble ait sa propre fiscalité, sachant que le gros avantage qu'on a sur ce projet-là, c'est qu'avec un tel montant de travaux, par le jeu des amortissements, sur les 20 ans du crédit, on ne devrait pas être imposable parce que il y a tellement de choses à déduire entre le prix d'achat et la somme énorme de travaux, que même en étant bénéficiaire sur l'opération d'un point de vue la trésorerie à la fin du mois, comptablement, on est déficitaire parce qu'on amortit tellement de choses que sur les 20 ans du crédit, on va être à zéro impôt sur toute la durée du projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce qui ça aurait été différent si on avait lié la fiscalité de l'achat avec la nôtre. Les revenus auraient été condensés, et du coup, on n'aurait pas forcément eu la même incidence. Donc là, entre guillemets, l'immeuble vit sa vie, il va se rembourser tout seul. Et puis la fiscalité, on sait qu'on sera imposé à la revente, forcément, c'est pas magique. À la sortie, on sera imposé, mais tant qu'on ne retire pas d'argent aujourd'hui, et on n'a pas forcément besoin, c'est voilà, quelque chose qui vit sa vie à côté. Donc voilà, on n'a pas d'imposition dessus et on verra ce qu'on fera. Est-ce qu'on gardera le bien? Est-ce qu'on profitera de l'argent qui va être généré pour pouvoir réinvestir? On verra. Mais au moins, ça permet de. En tout cas, pour nous, c'est la meilleure solution. On peut avoir aussi une visée de transmission qui peut être intéressante avec ce système-là. Mais encore une fois, la SCI, je le vois même du coup à titre professionnel, enfin là, mais c'est pas forcément la panacée non plus. Il faut vraiment que chacun prenne en compte ses objectifs et sa situation pour voir ce qui va être le plus intéressant. Peut-être que pour d'autres personnes, du nom propre aurait été adapté ou similaire ou que sais-je. Voilà. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous collait le mieux par rapport à notre situation. Donc, entourez-vous voilà, aussi de conseils de ce point de vue-là pour pouvoir avoir vraiment du sur-mesure Ouais, c'est sur clair. votre projet. La fiscalité, en plus, elle dépend vraiment de chacun. Donc, Oui, c'est ça. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'instant aussi, parce que le tonton qui a fait quelque chose il y a 10 ou 20 ans, bah, c'est peut-être pas les mêmes, c'est pas les les mêmes mêmes règles. normes qu'aujourd'hui ou les mêmes lois. On le voit, voilà, ça bouge tout le temps, au gré des gouvernements, au gré des gens qui proposent tel ou tel dispositif fiscal. Enfin, tout évolue, donc Je ce qui est pense, vrai à l'instant T n'est pas forcément vrai. je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, Non, là. on a une petite On est tous dans actualité l'attente. intéressante en ce moment. La fin de l'année, début d'année prochaine Oui, pour c'est un avoir petit les peu nouveautés. mouvementé. C'est clair. Et du coup, tu gères toi-même tes locataires, t'as pas délégué la gestion locative. Non, bah c'est vrai qu'en étant sur des baux assez longs finalement, puisqu'on est Ouais. sur du nu, c'est vraiment de la longue durée. On a fait le choix de faire les visites nous-mêmes. Alors, on a eu la chance que par rapport à ce projet, par rapport à l'emplacement, aux prestations, en fait, on est toujours presque un peu déchiré entre plusieurs profils de locataires parce qu'on a toujours, en fait, c'est toujours nous qui tranchons. Euh, je fais un premier filtre par rapport aux demandes que je reçois. Bêtement, je le mets sur le bon coin comme la plupart des gens. Euh, je trie un petit peu déjà les demandes, je fais un premier filtre. Après, j'organise des visites sur une journée. Et alors, bien évidemment, hein, il y en a qui vont trouver autre chose ou qui vont trouver que le lieu ne correspond pas, etc. Mais on a toujours le choix des locataires, donc c'est vrai que ça nous conforte un peu dans la stratégie qu'on a eue. Et on fait assez au feeling, c'est-à-dire que, bien sûr, on va demander un dossier béton avec tout ce qu'on a le droit de demander à un locataire, que ce soit en termes de revenus, en termes de garantie. Mais on ne prend pas forcément celui qui gagne le plus. Je préfère quelqu'un où je sens que le courant passe bien. On peut toujours se tromper, mais jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. On peut se dire, voilà, à partir du moment où le courant passe bien, où la personne a l'air intéressée, a l'air plutôt saine, ben, on va plutôt la privilégier. J'ai l'exemple d'un médecin ou d'un kiné, je sais plus, je l'ai vite oublié, parce que lui, justement, parce qu'il était voilà, un docteur ou qu'il était kiné, qu'il avait des bons revenus, qu'il avait un certain âge, en gros, il fallait le choisir lui, parce qu'il avait des revenus, c'était quelqu'un de respectable, puisqu'il était corps médical, etc. Il a trop fait sentir, il a vraiment fait le forcing et il comprenait pas comment on lui dit non. Parce que justement, nous, on sentait pas cette confiance qu'on peut avoir aujourd'hui avec les locataires, où aujourd'hui on communique assez facilement. Euh, voilà, on savait qu'il y avait des gros revenus, mais on voulait pas lui louer parce qu'on sentait pas. Voilà, on sentait pas. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des gens qui sont là bah, depuis le départ. Donc, ça fait 6 ans. On a très peu de turnover, donc c'est vrai que la gestion, au final, on est sur un bien neuf quasi et sur des gens qui se sentent bien. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de gestion locative à proprement parler, mois par mois. Les quittances à faire, c'est le plus long, ou la régule de charge quand il y a un locataire qui s'en va, mais ça s'arrête là. Pour le coup, c'est l'avantage. Ouais. Et pas de location saisonnière. Du coup, tu t'es pas lancé dedans ou peut-être à venir. Ouais, sur ce projet-là, non, on a voulu faire simple et quelque chose où on s'est dit, enfin c'est notre point de vue à l'époque, voilà, pas vraiment de charge mentale là-dessus.
il faut dire que c'était 2017 quand on a acheté, c'était tout ce qui était, conciergerie ou prestation de services liés à l'activité saisonnière, c'était quand même, beaucoup moins développé, en tout cas beaucoup moins connu de notre part. Et puis il y avait pas encore, à mon sens, cette explosion du Airbnb. On était même beaucoup plus sur des gens qui avaient vraiment leur maison, dont ils la louaient, soit pour partie, soit parce qu'ils partaient en vacances, par exemple. Mais je trouve qu'on était moins dans un procédé plus «industriel» entre guillemets, Commercial, ou ouais. commercial, qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, non, la simplicité, c'était d'avoir un locataire à l'année et voilà, on les voit, j'ai écrit à tous les locataires parce qu'il y avait une coupure d'eau, donc j'ai reçu un message. J'ai voulu, leur dire un message chacun. Je me suis rendu compte qu'il y en a, ça fait plus d'1 an que j'avais pas eu de contact et puis en fait, voilà, on s'est réécrit et puis, non, mais tout va bien, je me demande si ça se passe bien. Donc en fait, voilà, niveau, charge mentale, niveau temps passé à l'année, c'est C'est un la super proximité, rapport. hein. Oui, c'est Ouais, ça. c'est clair. Et est-ce que du coup, toi, tu es dans ce procédé de révision de loyer, d'augmentation de tes revenus personnels? Ou vu que c'est des gens qui restent quand même sur le long terme, c'est-à-dire que tu es plus souple et tu procèdes moins à des révisions? J'ai jamais fait d'augmentation de loyer pendant un bail. Par contre, je regarde, je réévalue, entre 2. Bah, notamment, quand, j'ai eu une locataire qui est partie au bout de 4 ou 5 ans. Donc c'est vrai que le loyer d'il y a 4 ou 5 ans, j'ai quand même pu le réévaluer là. Mais, je me dis: «Allez, je leur augmente pas le loyer», même si c'est vrai que, ben, voilà, on a l'inflation, on a le coût de la vie qui augmente, je leur laisse leur loyer. C'est vrai que les loyers étaient, on va dire, forcément un petit peu élevés parce que ça correspond aux prestations, mais c'était voilà, ça me semblait être raisonnable et j'ai pas envie tous les ans de dire: «Allez, on rajoute 2, 3, 5, 10 €», je laisse le loyer, tout se passe bien. C'est ça aussi l'idée, c'est pas forcément le profit maximum. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des locataires qui se sentent bien, qui sont là depuis longtemps. Le jour où il y a un souci, c'est les premiers à nous appeler en disant: «Bah, tiens, il y a ci, il y a ça», ou «Tiens, il se passe ça dans la rue», et donc voilà, quelque part, cette confiance-là, voilà, elle prévaut sur le fait de se dire: «Je vais prendre 10, 15 € de plus par mois sur une augmentation de loyer». OK. Et est-ce que tu es tombé toi aussi dans le cercle vicieux de j'en fais un, je recommence et je veux, faire d'autres Heu projets? Surtout que maintenant tu un peu quand même du milieu, de par ton métier. Est-ce que, Oui, alors oui ou et est-ce non. que tu es C'est-à-dire plutôt sur que, la bah, sécurité? comme on était, petits locataires, on s'est dit: «Bon, bah, maintenant qu'on a fait ce projet-là, on va peut-être se concentrer sur l'achat d'une résidence principale». Parce que, bah, voilà, les projets de vie évoluent et c'était pas forcément le moment à l'instant T, ça l'est devenu, par la suite. Donc on a pu acheter une maison et c'est vrai qu'on a eu plein de projets de vie différents entre, on a commencé par le locatif, la résidence principale, un mariage entre les 2. Après, ma réorientation professionnelle, en 2020, donc dans le métier du courtage. Donc, après c'est tellement effectivement prenant que c'est compliqué de tout mener de front. Alors soit on délègue tout complètement, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à tout déléguer, mais voilà, je pense que chaque chose, en son temps. Et c'est vrai que c'est que cette année où voilà, ça faisait quelque temps que ça me trottait un petit peu dans la tête d'avoir, alors de faire un projet sur lequel j'avais toujours dit que je le ferais jamais. J'avais toujours dit que je n'achèterais pas en ville parce que les valeurs de biens étaient quand même beaucoup plus élevées. J'ai acheté un bien, à un prix ridiculement bas au mètre carré, même s'il y a eu beaucoup de travaux derrière. Mais, je me suis dit: «Voilà, les prix à Dijon, c'est quand même assez cher, sur la petite surface, c'est quand même cher». Il y a le côté copropriété qui m'intéressait pas, donc j'ai dit: «Voilà, jamais j'achèterai en copropriété. Sur l'immeuble, je suis tout seul, c'est moi, qui décide des travaux». Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, j'ai fait une offre sur un appartement dans Dijon. Ouais, un petit peu coup de cœur parce que voilà, il y a un grand Il y a un jardin jardin. partagé, il y a un fameux jardin partagé que vous connaissez et c'est vrai qu'il y a 300 mètres carrés de jardin à 2 pas du cœur de Dijon. Donc c'est vrai que c'était un petit peu l'achat coup de cœur. Donc alors je vais pas dire ce qu'il faut pas faire quand on est investisseur, mais c'est vrai que sur le premier projet, on a vu le potentiel, et l'emplacement, mais tout ce qu'on pouvait faire derrière et pas forcément juste le bien en lui-même. Et là, c'était un petit peu l'inverse, c'était un petit peu, coup de cœur sur la situation. Encore une fois, une visite par hasard parce que j'aurais pas dû être là, mais j'étais là pour faire visiter à quelqu'un d'autre et puis finalement, bah, la personne n'ayant pas acheté, c'est moi qui ai acheté. Mais voilà, donc c'est quand même une logique de diversification. Je sais pas si c'était un caprice de dire, j'ai un petit appartement, dans Dijon. Mais voilà, l'idée, c'était quand même de tester un peu ce Airbnb qui me trotte dans la tête. Ah quand même, on y Donc vient. oui, je pense qu'avant, il faut faire ses expériences. Après, on a toujours un peu peur, en tout cas moi, de l'échec, mais voilà, je sais pas si ce sera une réussite ou un échec. On va le louer là d'ici quelques jours, c'est encore pas fait. Mais ça permet voilà, de se confronter, il y a rien de mieux que l'expérience personnelle pour se confronter, à la réalité du marché, de savoir si on est capable ou pas. Donc voilà, prochain projet,
projet qui se termine de location saisonnière sur Dijon. Alors, j'ai effectivement essayé de tourner un petit peu différemment. L'idée, c'est de peut-être aussi de s'adresser pas forcément qu'à des voyageurs, mais peut-être à des professionnels aussi, de le meubler et peut-être de le vendre entre guillemets sur l'annonce comme pour plutôt adapter à une clientèle aussi, par exemple de commercial ou de. On a beaucoup d'écoles autour qui peuvent être intéressantes. On a la chambre de commerce qui peut être aussi intéressante parce que il y a des gens qui viennent un mois, une semaine. Voilà, on a des contacts aussi à la fac, ça peut être intéressant sur des gens qui viennent même de l'étranger, mais d'avoir quelque chose qui soit peut-être orienté aussi pour des gens qui sont là sur des moyennes durées ou aussi qui soit adapté pour, parce qu'on a quand même une bonne clientèle qui est professionnelle et ça peut être intéressant aussi d'avoir vraiment toutes les communautés où on dit on peut travailler en plus dans le calme avec ce fameux jardin. On a vu sur le jardin, on peut travailler dans le jardin au calme. Je vais le placer, mon jardin. Mais, C'est euh, clair. mais voilà, parce que c'est vrai que le Airbnb, c'est quand même dense. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens s'y sont mis, donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse concurrence sur le marché. Donc, tant en termes de déco que de prestations, aujourd'hui, il faut être vraiment au-dessus pour pouvoir louer. Ah bah surtout à Dijon même, puisque ouais, il y a quand même un nombre de... Oui, Et ça ne fait que croître en plus. c'est C'est ça, ça. c'est ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de politique aussi restrictive que dans certaines villes de France sur les Airbnb à Dijon. Donc, pas forcément de frein à l'instant T. Il y aura peut-être un frein fiscal dans quelques semaines ou dans quelques mois, on verra. Mais voilà, l'idée c'était pour répondre à ta question sur le fait, une fois qu'on a mis un peu le pied dedans, c'est vrai que j'avais toujours l'idée, mais je me suis toujours dit, voilà, pour la vie privée, c'est important aussi, la vie personnelle, de soit équilibrée et qu'on n'ait pas, qu'on mélange pas tout et qu'on puisse faire les choses dans leur temps. Donc, je me suis dit, voilà, ça fait quelques temps, même moi professionnellement, ça fait plusieurs années que je suis installé, donc je peux aussi prouver que ça fonctionne et que je peux rassurer aussi un banquier sur le fait que on prendra pas de risque à me prêter pour ce nouvel appartement. Justement, tu as cette double casquette Mmh. investisseur, mais aussi courtier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, quel est ton rôle, comment tu accompagnes peut-être tes clients dans le cadre de leur achat Mmh. Complètement, mais en fait, c'est bien d'avoir eu cette expérience avant parce que ça permet de faire le lien avec le projet des clients et puis surtout de savoir de quoi on parle parce que c'est toujours, rien ne vaut encore une fois l'expérience. Moi, je suis content d'être passé par là. Je suis pas formaté par des années de banque comme souvent le parcours un peu classique, c'est des années en banque, des études bancaires ou des années en banque et puis après le courtage. Moi, je suis un peu, alors je vais pas dire autodidacte, mais en tout cas, je suis venu au courtage déjà en tant que client puisque aujourd'hui, je suis courtier dans un cabinet pour lequel j'étais client 2 fois puisque du coup, c'est eux qui m'ont sauvé, si on va dire, si on prend les projets locatifs dont on vient de parler. Ma résidence principale, pour le coup, la deuxième fois, j'ai complètement délégué, c'était tellement bien passé, que ça a été rapide, efficace, donc je me suis dit: «Allez, je délègue et je laisse la partie Ils t'ont financement au courtier». débauché. Non, mais c'est moi qui effectivement en avait un petit peu marre de ce que je faisais avant, d'un côté un peu trop commercial qui me ressemblait pas et où je voulais être plus dans l'accompagnement et me sentir plus utile et c'est un peu moi qui étais toqué à la porte et c'était, justement une nouveauté parce que justement dans ce cabinet, il y avait que des anciens banquiers et peut-être que cette fraîcheur ou ce parcours un peu différent leur a plu, dans le sens où, ben, je suis passé voilà de client à courtier, alors en claquant des doigts, en se formant, en passant quand même pas mal d'heures à obtenir les diplômes nécessaires. Mais c'est vrai que cette expérience-là, elle est intéressante aujourd'hui pour des clients qui viennent me voir. Alors, bien sûr pour une résidence principale, mais aussi pour des projets locatifs parce que je suis passé par là et que je sais comment ça marche. J'aurais pas la prétention d'être meilleur qu'un notaire sur la partie droit, qu'un expert comptable sur la partie fiscalité, mais pour autant, je peux avoir des notions qui peuvent être intéressantes dans l'accompagnement. Et donc vraiment, moi, l'accompagnement, c'est le maître mot de mon métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas simplement là pour trouver un prêt, mais j'ai un peu envie de dire, je suis un peu facilitateur de projets de vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que aujourd'hui, quelqu'un vienne me voir parce qu'il a un projet, soit il n'y connaît rien, soit il n'a pas le temps de s'occuper du financement, soit il y a une situation un petit peu complexe. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, on peut déléguer. Et l'idée, c'est pas simplement de trouver un financement, mais d'être vraiment là du début à la fin et de faire un accompagnement sur mesure parce qu'on a des gens aujourd'hui qui ont des moyens importants, mais qui ne veulent pas s'embêter et qui veulent du coup simplement quelqu'un qui fasse pour eux, mais dans les meilleures conditions. Ça peut être aussi le primo-accédant qui a 21, 22 ans, qui démarre, qui a son premier boulot, qui dit tiens, moi je veux acheter, mais qui n'y connaît rien et qui a besoin aussi d'être rassuré, d'être accompagné. Donc on a vraiment plein de situations différentes, plein de profils différents. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de faire du sur-mesure, de prendre le temps, ce que les banques ont malheureusement pas forcément le temps de faire, de prendre du temps aujourd'hui pour pouvoir rencontrer le ou les clients, regarder aujourd'hui quelle est leur situation,
leur donner dans un premier temps une enveloppe budgétaire, donc regarder par rapport à leur situation ce qu'ils peuvent faire, que ce soit en termes de résidence principale ou d'investissement. Dans le cas de l'investissement, on peut aussi se projeter sur des revenus, sur tel ou tel projet. Et puis, une fois que ce budget-là est ficelé, qu'ils ont déjà un petit peu le schéma en tête de comment se passe un crédit, parce que je fais pas de rétention d'informations. Moi, j'aime bien que les clients ils sachent comment ça fonctionne aussi. C'est effectivement à eux de jouer sur la partie recherche de biens. Après, l'idée, c'est aussi, on en reparlera, mais d'avoir un réseau. Moi, je peux aussi les aiguiller avec des partenaires que j'ai tissés au fil du temps. Et puis, une fois que le bien est trouvé, c'est assez confort en final pour les clients, parce qu'à part me donner leurs documents, ils n'ont plus rien à faire. C'est moi qui vais pouvoir aller démarcher toutes les banques, que ce soit leur banque ou d'autres banques. J'ai pas forcément plus d'intérêt à une banque qu'une autre. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est vraiment d'avoir les meilleures conditions, voire même sur certains dossiers d'avoir un oui, parce que moi, ce que j'ai fait en 2017, s'il fallait le refaire aujourd'hui, déjà, il y aurait des banques beaucoup de banques qui n'ouvriraient pas le dossier, qui diraient non, non, mais là, vous plaisantez, là, on va dire non, puis on va passer à autre chose, ou acheter votre résidence principale d'abord. Donc, c'est là que je parlais de formatage, où moi, comme j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que la pensée générale donne, voilà, achète ta résidence principale d'abord, ou commence par un studio, fais-toi la main sur un petit bien. J'ai un peu fait l'inverse, donc du coup, ça, j'ai pas forcément cet esprit un peu fermé sur ces choses-là. Donc, du moment que c'est réalisable, avec plaisir que je me donne pour les clients pour trouver la meilleure solution. Et voilà, quand j'ai de A à Z, c'est qu'une fois que j'ai trouvé un financement, que je leur ai présenté plusieurs propositions et qu'on en sélectionne une, je les accompagne aussi au rendez-vous bancaire pour rencontrer le conseiller ou la conseillère, ou peut-être simplement valider la relation qu'ils ont déjà dans leur banque, hein, parce que je peux aussi négocier avec leur banque des conditions très intéressantes, et jusqu'à l'étape notaire avec la remise des clés. L'idée, c'est vraiment pour moi de faire une boucle et pas simplement d'être là pour une étape, mais vraiment pour être là du début à la fin dans ce rôle soit rassurant, soit de délégation complète. Mais je trouve que c'est intéressant. Puis on est sur, je disais, des facilitateurs de projets de vie. Je trouve qu'on est voilà, sur des projets de vie. Et forcément, moi, je fais des prêts tous les jours, donc j'ai plus l'habitude, mais il faut pas oublier que pour quelqu'un qui achète pour la première fois, c'est quand même impressionnant. C'est quand même un gros pas dans la vie de se dire, je vais être propriétaire, je vais avoir mon chez moi. Donc il faut pas le négliger. Donc je trouve que voilà, c'est bien d'avoir ce côté humain, euh, comme j'ai pu le rechercher dans mon projet locatif où j'aurais pu faire tout en ligne ou tout avec des formations à 1997 euros. Non, voilà, j'ai préféré l'humain et, et puis c'est ce que j'essaie de mettre voilà, dans mon métier aujourd'hui. Et du coup, tu disais que typiquement, tu as certains clients qui ont déjà une banque. Euh, Comment est-ce que toi, tu peux obtenir des meilleures conditions de financement dans leur propre banque Mmh. plutôt que eux, s'ils vont voir leur banquier Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'en étant courtier, on a des partenariats avec l'ensemble des banques aujourd'hui, donc on a des conditions préférentielles parce qu'on a forcément plus de poids aujourd'hui en amenant sur le cabinet, on fait peut-être aller 250, 300 dossiers de prêt sur une année. Je suis pas tout seul, donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de poids, même si on les met pas tous dans la même banque, que quelqu'un qui va faire un prêt tous les 10 ou 15 ans. On sait aussi sur quel point on peut négocier, ce qu'on ne sait pas forcément quand on est un novice, hein, ce qui est tout à fait normal. Et puis, par aussi le réseau bancaire qu'on peut avoir, soit parce qu'on connaît bien la banque, ou tout simplement parce qu'on la met en concurrence avec d'autres établissements, mais aussi parce qu'on peut connaître les interlocuteurs, on peut arriver à négocier des choses plus intéressantes que quelqu'un qui viendrait en direct et qui n'aurait pas toute cette expérience. Et du coup, en ce moment, on entend quand même pas mal parler, de la baisse du pouvoir d'achat, de la hausse des taux. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu as constaté et qu'est-ce que tu prévois peut-être ou en tout cas, ce qui est prévisible pour les mois prochains? Je vais sortir ma boule de cristal, mais Ouais, non, j'en ai pas, personne n'en a, ce serait trop simple. ouais. C'est sûr que là, depuis quelques mois, ou on va dire l'année 2023 et début d'année 2024 ont été quand même compliqués au niveau de l'immobilier. En fait, on a eu ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse brutale des taux, parce qu'on est passé en un an et demi d'1% globalement à 4%. Donc, ça a été énorme parce que ça fait, ouais, je vais pas faire de mathématiques de comptoir, mais on va dire, allez, on va 25% en gros de pouvoir d'achat qui a baissé entre quelqu'un qui cherchait un bien avec un taux à 1 et aujourd'hui un taux à 4. Le poids d'intérêt est tellement important que du coup le budget est réduit. On a eu donc d'une part cette hausse de taux et d'autre part les prix de l'immobilier qui ont quand même beaucoup augmenté depuis le Covid et depuis le déconfinement où tout le monde a voulu de l'extérieur, a voulu un bien plus grand. Donc Ouais. on a eu un moment où effectivement on était un peu bloqué avec un pouvoir d'achat en baisse et des prix qui n'avaient pas baissé. C'est vrai que là, on est depuis l'été 2024, on a quand même déjà des taux qui ont baissé. On a quand même aujourd'hui, on est
On est au mois d'octobre, on est sur à peu près 3,5, on va dire. C'est encore une grande moyenne. J'aime pas donner des taux parce que ça dépend du profil, ça dépend du projet, ça dépend de la durée. Mais pour faire comme à la télé, effectivement, on va dire que voilà, 3,5 aujourd'hui, ça va être une bonne moyenne. Je parle pas de tous les prêts aidés, tous les dispositifs qu'on peut avoir qui peuvent diviser des fois le coût du crédit par deux. Mais on est sur ces niveaux-là. Et c'est vrai que sur les prix de l'immobilier, ça commence à rebaisser un petit peu parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Post-Covid, beaucoup de demandes, les prix ont beaucoup augmenté. Là, aujourd'hui, parce que soit beaucoup de gens ont acheté, soit parce que moins de gens sont finançables, soit parce qu'aussi les banques ont été plus dures dans leurs conditions d'octroi de crédit. Les prix baissent un petit peu, alors pas beaucoup, on n'est pas une grosse baisse, mais disons que par rapport aux estimations qu'il y avait il y a 6 mois ou 1 an, soit les prix baissent un petit peu, soit en tout cas les négociations sont plus favorables aux acquéreurs aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Donc la tendance en termes de taux est à la baisse. Oubliez les taux à 1 ou moins de 1, j'ai fait des crédits à moins de 1, on se battait pour avoir 0,05 sur un taux à 0,80. C'est vrai que quand on y repense aujourd'hui, c'est de la folie. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a connu cette époque-là. Et je pense que d'ici la fin d'année, on sera pas très loin des 3%. Une stabilisation, alors voilà, encore une fois, je suis pas Madame Irma, peut-être que à 2,5, ça me semble cohérent. Aujourd'hui, l'inflation est en baisse, donc les taux directeurs des banques centrales, la banque centrale baisse pour pouvoir relancer un petit peu la consommation. Donc, on va avoir dans les prochains mois mécaniquement les conséquences de cette baisse de taux. Je pense que voilà, 2,5, ça peut être un objectif intéressant d'ici 12 mois. Mais c'est vrai que si aujourd'hui il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ils disent bah, moi j'attends aller 1,5 ou 1,25 pour commencer à acheter. Non, perdez pas de temps, C'est pas gagné. perdez pas de Attends temps et 5 allez ans. dans votre projet. Si les taux redescendent avec plaisir, je pourrais vous les renégocier. Voilà, n'attendez pas une baisse de taux qui ne sera pas, à mon avis, celle espérée si vous attendez moins de 1%. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'apport. Parce que on voit encore quand même pas mal, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on peut toujours acheter sans mettre le moindre apport, sur 25 ans avec un an de différé, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment toujours d'actualité ou c'est un peu l'utopie du prêt rêvé, quoi? Oui, ça l'est moins, ça l'est quand même moins. C'est vrai que pour le coup, mon premier prêt, encore une fois, il y a quelques années, c'était sans apport. Le différé, on avait 2 ans de différé. Et donc, le fameux 110% que Ouais. certains prônent parce que quand on dit du coup pas d'apport, c'est-à-dire qu'on a 100% du bien et des travaux, mais on a aussi tous les frais annexes, les frais notaires, même les frais bancaires. Donc, la banque a avancé les frais qu'elle nous prend. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus compliqué. Alors, c'est pas impossible, mais en fait, tout va dépendre. La vraie réponse, c'est tout dépend de votre patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'apport et qui n'a pas d'épargne, autant pour la banque que pour le client, c'est un petit peu risqué, donc forcément, ça va coincer. Par contre, quelqu'un qui aujourd'hui a de l'épargne ou du patrimoine et qui ne souhaite pas forcément l'investir dans le projet, oui, on pourra regarder pour mettre très peu d'apport, voire pas. Alors, toutes les banques ne le font pas aujourd'hui, mais certaines aujourd'hui sont à l'écoute de se dire, sur un profil qui aujourd'hui a déjà du répondant derrière en termes de patrimoine, on va lui faire confiance, il nous fait confiance et on va lui prêter sans apport. Mais attention, raccourci ou sans apport, ça veut pas dire sans apport, sans épargne, c'est OK. Ça l'a fait il y a quelque temps, les différés très longs, les 25 ans sur le locatif, mais depuis la crise qu'on a connue, c'est moins le cas. Les banques prennent moins de risques, regardent à deux fois quand même avant de prêter et notamment avant de prêter l'ensemble des frais parce que pourquoi la banque elle prend cette décision, c'est qu'elle va regarder si aujourd'hui elle avance tout, le prix du bien, les travaux, les frais de notaire, ses frais à elle, les frais pour la garantie du prêt. Si demain, non seulement il y a un souci sur le projet qui fasse que les clients doivent revendre, mais qu'en plus le marché baisse ou que les travaux voilà, ne se retrouvent pas dans le prix du bien, si on doit arriver à une extrémité qui est celle que la banque doit saisir le bien pour le revendre et se rembourser, si elle n'arrive pas elle, à se rembourser, elle va se dire bah moi je prends un risque. Et du coup, si la personne a beaucoup d'argent de côté, ok, il pourra compenser par son épargne. Si la personne n'a pas beaucoup d'argent de côté, eh ben, comment la banque va pouvoir récupérer son argent, pour le dire très simplement. Voilà, c'est ce qui peut donner des refus. Donc, sans apport, oui, mais sous condition, effectivement. J'ai pas de baguette magique, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Si j'en avais, je le ferais avec plaisir. Hein, venez me voir, je prendrais 25 ans, sans apport, 2 ans, 3 ans de différé. Mais après, voilà, il y a une réalité aujourd'hui qui est celle-là. Donc, on peut composer avec. Mais d'où l'importance, et ça, je le martèle à chaque fois, de préparer son dossier. On n'est pas forcément prêt à l'instant T pour acheter. Peut-être que quand j'ai préparé son dossier, c'est soit par un apport supplémentaire ou par une gestion de compte un petit peu différente. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on sait bien gérer son argent. Et la banque,
C'est pas parce qu'on gagne 2, 3, 4 000 euros tout seul que la banque va nous faire un chèque en blanc, parce que derrière, si ces 2, 3, 4 000 euros, ils partent sur des jeux d'argent, sur des week-ends au casino à droite à gauche, sur des virements un peu occultes, non, ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, c'est un tout. C'est un tout. Donc, Amazon. PayPal. PayPal. J'ai un exemple très récemment, j'y croyais absolument pas. Ça concerne mon frère, qui avec sa femme travaille dans le médical. Ils ont acheté une maison, enfin ils sont en train d'acheter une maison, ils sont passés par un courtier, et le courtier, enfin la courtière, leur a dit que c'était possible d'acheter sans apport et à 110%. Moi je leur ai dit c'est impossible, je n'y crois même pas, même pour une RP, j'étais quasiment catégorique. Et finalement, la courtière, là, ils ont reçu les offres de prêt et ils ont bien un crédit à 110% et zéro apport. T'as juste dit un petit mot qui fait un peu la différence, médical. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que la chance de tous ceux qui sont dans ces professions-là, c'est qu'on accorde quand même beaucoup plus de crédit, et sans faire de mauvais jeu de mots, mais dans tous les sens du terme, à quelqu'un ou un couple qui est dans le médical. L'exemple précis, c'est qu'aujourd'hui, des internes en médecine, on sait les financer, alors qu'ils sont juste internes, ils sont pas en poste, parce qu'en fait, la banque, la banque se dit aujourd'hui déjà en internat, c'est des salaires des fois à 2000 euros, mais on se dit, ok, peut-être que, en fait, on peut faire un système sans rentrer dans les détails, mais de prêt à palier en disant aujourd'hui, s'ils gagnent 2000 euros, ils peuvent rembourser 600-700 euros sur leur crédit. Sauf qu'on sait que demain, ils vont gagner 4000, 5000, 6000 euros, et encore, ça dépend des spécialités. Donc, il y a des banques qui aujourd'hui prennent le risque, entre guillemets, parce qu'elles se disent, moi, ces clients-là, si j'aurais fait confiance à 25 ans, à 30 ans, ils n'étaient pas diplômés, ils vont me rendre l'appareil, entre guillemets, parce qu'ils vont avoir un patrimoine, des revenus conséquents, on va avoir une vraie relation de confiance, et donc, c'est un pari sur l'avenir, entre guillemets, que fait la banque. Donc, c'est pas très cool pour d'autres professions, mais en tout cas, ouais, dans le médical, même chose pour des indépendants. Quelqu'un qui va se lancer en libéral, même une infirmière. Aujourd'hui, quelqu'un qui va ouvrir un magasin de je ne sais quel produit, je ne vais pas donner d'exemple plus précis que ça, il va falloir quand même montrer patte blanche, avoir déjà un bilan, c'est compliqué. Si on a 2 années fiscales, c'est quand même déjà bien. Le Graal, c'est d'en avoir 3. Aujourd'hui, une infirmière en libéral, et même s'il n'y a même pas 6 mois d'activité, on sait qu'il y a du boulot, on sait que c'est une branche qui est sûre, donc les banques y vont. Donc d'où Et l'importance, ouais, du cas par cas, voilà, à chaque fois. Il n'y a pas de vérité. Moi, ça a été le cas, hein. On a acheté le premier bien, j'étais en CDD, hein. Et juste parce que derrière, j'allais être notaire, après, Ouais, il y a des petits mots magiques comme Ouais. ça qui font que qui rassure beaucoup ouais, les c'est c'est vrai. Bah, c'est ce qu'il avait dit, hein, de toute façon. C'est ça. Alors qu'on est que sur une projection, parce que on peut ne pas aller au bout du notariat, Bah, je suis par la exemple, plus vivante. voilà, au hasard, mais on peut effectivement ne pas aller au bout. Mais ouais, c'est un pari après que fait la banque. C'est pour ça que je parlais du sur-mesure. C'est notre métier aussi c'est mon métier de pouvoir après euh, avoir aussi les bons interlocuteurs qui vont croire au projet, et deux projets peuvent être quasiment similaires sur le papier, mais de la manière de les vendre, en fait, va faire que certains vont être très ouverts à ce risque-là, d'autres pas du tout. Donc il y a aussi cette approche humaine qui est prépondérante, que les IA ne nous ont pas encore prise, de pouvoir avoir cet affect qui fasse que, soit par une belle situation, on parlait de notaire, médecin, ou à l'inverse, ça peut être des gens d'intérim, ça peut être des gens qui ont des accidents de la vie, ou ben, je vais pas dire qu'on joue sur l'affect, mais quand on a une oreille attentive de quelqu'un qui dit ouais non mais je me mets à sa place et c'est pas facile, je sais pas, ou partir après un divorce ou après un drame, ben oui, parfois la situation n'est pas belle, mais elle s'explique parce que justement c'est pas quelqu'un qui a flambé, c'est quelqu'un qui a des soucis, et on peut arriver à des beaux financements sans avoir le fameux CDI, les 10% d'apport, autant d'épargne, etc. Donc heureusement qu'il y a cette part humaine dans ce métier. Et toi qui travailles du coup quotidiennement avec les banques, quel est pour toi un bon dossier à présenter à une banque? Quels conseils tu pourrais donner finalement à des investisseurs qui se lancent ou même qui ont déjà investi pour maximiser les chances d'obtenir un crédit? Alors, comme je disais, le dossier se prépare, c'est-à-dire que il faut pouvoir montrer déjà à la banque, peu importe le projet, que ce soit un investissement ou pas, mais qu'on est en capacité de rembourser le prêt. Donc il y a deux choses, c'est déjà par ses revenus ou par les futurs revenus du projet, donc bien bosser si on est sur l'investissement, les projections de revenus et puis le potentiel du bien. Et puis quand même de l'épargne de précaution, d'autant plus sur l'investissement, parce que on n'est jamais à l'abri d'une carence locative ou d'un souci. On a eu l'exemple avec Airbnb, ou quand même des gens qui ont tout misé sur Airbnb à une époque où, en plus, le crédit était entre guillemets magique.
on avait 500 € de crédit pour 500 € de loyer, ça faisait 0 d'endettement puisque ça s'auto-finançait. Le calcul était tel que du coup, on pouvait enchaîner les investissements sans augmenter le taux d'endettement parce que on avait ce magnifique système qui a été arrêté depuis, malheureusement, mais ou heureusement, ça dépend comment on se place. Mais on avait eu l'exemple de gens qui avaient enchaîné 4, 5, 6 Airbnb, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent de côté, et puis les premiers mois de confinement, c'était quand même compliqué parce qu'il fallait quand même payer le crédit. Alors, il y a des facilités, après il y a les suspensions sur le crédit, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'épargne de précaution ou pour voilà, n'importe quoi qui puisse se passer ou n'importe quoi. Demain, on achète, je sais pas, on fait une colocation dans un immeuble et puis il y a un sinistre dans l'immeuble qui ne touche pas nous, notre appart directement, mais qui fait que on puisse pas garder l'exploitation parce que je sais pas, il y a un incendie en dessous ou que sais-je. Enfin, il peut se passer tellement de choses que si on n'a pas un minimum d'épargne de précaution, c'est quand même compliqué. Donc à la fois une gestion de compte plutôt saine, rassurer la banque sur le fait qu'on est en capacité demain de pouvoir assumer le crédit et d'avoir quand même un petit peu d'argent de côté pour pouvoir pallier au moindre imprévu. Est-ce que justement avec cette période qui est encore plus complexe, est-ce qu'il faut encore plus faire attention à tout ça? Ou est-ce que on sait, il y a quand même eu un durcissement de ces conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des préconisations particulières, peut-être notamment, je sais pas, sur les CDI, sur les choses comme ça, ou c'est vraiment encore à la carte pour investir? Par exemple, il y a une grande tendance là, notamment sur l'investissement des étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment jouable ou est-ce que Pour un étudiant d'investir, ouais, c'est quand même assez chaud. ouais, je vais encore faire ma réponse bateau, mais ça dépend du profil. Mais c'est-à-dire que c'est pas évident parce que la banque, elle se base quand même sur la projection des revenus. Donc encore une fois, on revient sur la justice entre guillemets ou la justice pour certains de se dire voilà, je fais des études médicales et j'ai plus de crédit aux yeux de la banque que quelqu'un qui ferait des études plus lambda. Pour un étudiant, c'est pas simple, mais après, tout dépend aussi, bah voilà, peut-être que derrière, il y a les parents qui sont là au cas où, éventuellement. Bon, encore une fois, quelle épargne et puis quel projet. C'est sûr que si c'est acheter un immeuble de 8 lots je sais pas, à 5 heures de chez lui et qu'il veut pas mettre d'apport, oui, ça va être compliqué, mais peut-être qu'après, sur un petit projet, si derrière on peut avoir une garantie des parents, ça peut se faire. Ça peut se faire, il n'y a pas forcément. Alors, quand je dis ça, voilà, je veux pas que tous les étudiants m'appellent parce que ça va être compliqué. Mais je peux pas dire non à chaque fois, c'est pas systématique. Encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure, mais c'est vraiment pas simple. C'est sûr que c'est plus simple avec un CDI, on se pose pas de questions. Mais je rejoins côté étudiant avec côté intérimaire, quelqu'un qui est en intérim depuis 2, 3 ans. Aujourd'hui, il y a une ancienneté, il y a une pérennité des revenus, parce que l'intérim peut être aussi un choix. Ça peut permettre quand même d'obtenir des crédits. Euh, mais voilà, encore une fois, il faut derrière que si le point, en fait, dans tous les dossiers, il peut y avoir un petit point bloquant. Par exemple, ça peut être, comme on dit là, le contrat de travail ou le côté étudiant. Il faut que tout le reste soit nickel. C'est logique. Donc, à chaque fois, c'est un peu, c'est oui, mais, quoi, en fait, Est-ce que la ville aussi dans laquelle on investit va avoir un impact sur la décision de la banque? On a par exemple Mm. vu le cas même avec des clients que par exemple pour Chalon-sur-Saône, c'était des fois un peu plus tendu d'avoir un oui de la banque, alors que si c'était à Dijon, ça serait plus facilement passé, ou Mm. même Autun par exemple. Bah, c'est sûr que plus on s'éloigne des grandes villes et plus la banque voilà, va prendre un risque, notamment quand il y a un projet avec beaucoup de travaux, parce que les travaux ne se valorisent pas. On valorise pas 100 000 € de travaux en hypercentre de Dijon, comment on va les valoriser dans le Morvan, par exemple. Voilà, au niveau du prix de vente, on les retrouvera pas forcément. Donc c'est sûr que la banque, elle réfléchit aussi en valeur patrimoniale, valeur du bien. Donc plus on est sur une grosse zone dense, et plus forcément c'est simple. C'est vrai que le même projet dans Dijon et puis le même projet je sais pas, en plein cœur la Nièvre, de la Creuse, je sais pas, désolé pour tous ces départements-là, mais voilà, ou des départements plus ruraux. Je suis du Morvan, donc ça va, je peux me permettre. Mais c'est vrai que voilà, des départements plus éloignés de tout, c'est plus compliqué pour une banque parce que soit elle connaît pas forcément le marché, ou soit elle se dit voilà, peut-être des prises a priori aussi, hein, c'est tout le temps ce département-là, mais il se passe de belles choses là-bas aussi. Et d'ailleurs, de belles opportunités d'investissement Ouais. pour, euh, pour bon nombre d'investisseurs qui ont compris que parfois, voilà, en extrême, enfin, entre Paris ou Paris très proche et puis des villes de campagne, bah, il y avait des super rendements à aller chercher. Ouais. Bah là par exemple, nous, tu vois, on avait repris rendez-vous avec notre conseiller en région parisienne, qui est un conseiller pro, puisque c'est lui qui nous avait fait le prêt pour Mhm. la SCI. Et finalement, qui nous a clairement dit que c'est le Crédit Mutuel pour pas les citer, mais ils nous ont dit qu'ils avaient durci les conditions de prêt et qu'ils ne finançaient plus
de crédit hors région parisienne, quoi. Oui, Enfin, c'est vrai que c'est rassurant pour une banque de financer près de chez elle. Donc c'est vrai que alors c'est pas impossible parce que j'ai un peu le contre-exemple pour moi, mais parce que j'ai le réseau en local sur Dijon, je peux financer des gens qui sont, je sais pas, j'ai fait à Bordeaux, j'ai fait à Nice, alors qu'on a pris des banques dijonnaises. Mais pour autant, effectivement, c'est vrai que la plupart du temps, la banque a plus de pouvoir et puis aussi plus d'appréciation du risque et du coup plus de facilité à dire oui sur un projet qui est proche de ses ailes, plutôt qu'un projet qui est à l'autre bout de la France, parce qu'encore une fois, elle ne maîtrise pas le marché. Donc, c'est plutôt plus simple d'avoir un interlocuteur local. Ouais. Et puis après, ça dépend aussi, je sais, là sur Paris, ils ont énormément durci. Il nous disait que, vu qu'on a déjà de l'ancienneté avec lui, le premier investissement était passé, voilà, ils avaient toujours une marge en fait de négociation auprès de leurs supérieurs. Et en fait, la problématique pour nous, derrière, c'est qu'il nous disait, ok, pourquoi pas, mais déjà, ce sera sur 15 ans. Ouais. Et ça, déjà, c'est Horrible. extrêmement compliqué, quoi. Ouais. Quand tu empruntes, l'idéal, c'est de le faire sur des durées assez grandes, pour des mensualités plus basses. Donc ça, c'était pas envisageable. C'est sûr. Mais c'est là l'avantage du courtier. Je me fais mon auto-promotion, mais j'en profite, hein, c'est le moment. Mais c'est vrai que c'est plus simple aussi de faire appel à un courtier dans le sens où, alors, les courtiers n'ont peut-être pas ce réseau-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de développer, d'avoir un réseau même dans plusieurs départements de banques, parce que on sait qu'il y en a qui vont être plus ou moins ouverts au risque, ou il y en a qui voient plus ou moins de clients. Typiquement, je peux donner l'exemple de mon beau-frère, 2 kinés, aujourd'hui, achètent sur Bordeaux. Je les ai financés à Nevers. Donc on va se dire, Bordeaux et Nevers, à part en repliant la carte, ça se touche pas. Et en fait, parce que à cette époque-là, voilà, à Nevers, 2 kinés, voilà, c'était une clientèle qui était quand même plutôt intéressante, alors que à Bordeaux, voilà, on n'a pas le même pouvoir d'achat et pas le même revenu moyen à Bordeaux qu'à Nevers. Et voilà, on a pu obtenir des conditions très intéressantes parce qu'on a plus facilement eu un tapis rouge de déroulé dans cette zone plus rurale et avec un pouvoir d'achat et des revenus un peu plus faibles que sur Bordeaux. Donc c'est aussi l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tout le monde est OK pour jouer le jeu et faire cette relation à distance, parce que c'est pas l'idée de faire bosser le banquier et que derrière, les clients retournent près de chez eux. C'est vraiment d'avoir une relation, de confiance et une relation long terme. Et c'est vrai que c'est cet avantage-là, c'est que du coup, d'avoir une multiplicité d'interlocuteurs et de zones géographiques permet aussi, suivant les moments, d'avoir, telle ou telle banque qui va ressortir, tel ou tel partenaire qui va me dire: «OK, moi je peux faire, un parisien, je peux le faire». C'est la même chose aujourd'hui, un parisien, qui va avoir un projet à 100 000 €, c'est pas le budget moyen Paris, donc on va en prêter beaucoup moins l'attention. Tandis que dans une zone plus rurale ou ne serait-ce qu'en Bourgogne, déjà 100 000 €, c'est déjà plus, voilà, un prix presque moyen d'un appartement, toutes zones confondues, qu'à Paris. Donc en fait, on n'aura pas forcément la même attention non plus. Donc voilà, à chaque fois le sur mesure, c'est ça, et le réseau et le sur-mesure, je pense que c'est les deux maîtres mots de ma profession pour pouvoir avoir une réponse, la meilleure possible. Ah, mais je pense que du coup, quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas désespérer, quoi. C'est à un moment donné, il faut soit Mmh. aller soi-même démarcher différentes banques hors de Oui, son secteur si on n'est pas dans son secteur d'investissement, ou alors déléguer son projet et sa recherche c'est à un ça. professionnel, parce que aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup de personnes qui ont eu des refus de crédit. Peut-être qu'elles ont abandonné un peu trop vite et que si elles étaient allées Bah oui, dans parce qu'en d'autres fait, banques. parfois, alors, soit elles ont pas su comment il fallait vendre ou valoriser leur projet, parce qu'après, il faut, voilà. Moi, je parle un petit peu le langage de la banque, quelqu'un qui est néophyte le parle pas forcément. Ouais, c'est un vrai métier, Donc, hein. c'est vrai que voilà, c'est important de savoir comment on va tourner le dossier pour que ce soit le plus sexy possible, entre guillemets, de la banque. Et puis, parfois, c'est tout bêtement une question d'interlocuteur, parce que dans le même réseau bancaire, entre une agence A et une agence B, peut-être que la personne sur qui on va tomber, soit, je sais pas, elle a jamais investi et du coup, elle y connaît rien, ou elle a des a priori et du coup, elle va pas y aller. Et peut-être que dans l'autre banque, en fait, elle va tomber sur quelqu'un qui a déjà investi à titre perso, qui a cette notion de risque et qui va dire: «Mais oui, moi, ça me parle, je l'ai déjà fait». Donc peut-être même dans le même réseau bancaire, c'est vrai que c'était peut-être pas la bonne porte qui a été poussée. Donc, soit effectivement, on a le temps, on sait vendre son projet et on fait le tour des banques, il y a aucun souci, j'ai pas de baguette magique encore une fois. Mais pour le coup, c'est vrai que si on veut gagner du temps et si on veut bénéficier des entrées qu'un courtier peut avoir dans les banques, c'est vrai que c'est l'avantage, parce que je vais pas forcément voir les mêmes banques pour tous les types de projets. Je sais qu'il y a des banquiers qui sont peut-être ouverts sur des situations plus compliquées ou sur des profils un peu premium. Euh, un appartement au plein cœur de Dijon, ce sera pas forcément le même interlocuteur qu'un immeuble à 100 km de Dijon. Donc toute cette partie humaine et ouverture au risque, elle est importante. Et donc
en tout cas, voilà, ne pas désespérer, mais à l'inverse, bien préparer le projet en amont. Et pour le coup, venez voir un courtier, ça ne coûte rien. Moi, l'étude, elle est gratuite. Il n'y a pas de, il y a pas d'honoraire de conseil. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir un courtier pour qu'il vous aiguille aussi sur le budget. Parce qu'encore une fois, moi, je l'ai vécu à titre perso, donc je peux le dire. La banque m'avait dit oui, pas de souci. Une simulation bête et méchante, mathématique, faisait que le projet passait, sauf que en fait, c'était pas du tout les conditions d'octroi de la banque et on a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Et c'est vrai que j'aurais pu effectivement à l'époque me décourager en disant non, laisse tomber, si ma banque ne me prête pas, personne ne va me prêter, donc je suis locataire, j'ai pas d'apport, vas-y, on oublie. Et au final, Ouais, c'est vrai, heureusement que c'est vrai. je suis tombé sur un professionnel qui lui m'a dit non, non, pas de souci, je vais prendre ton dossier, je vais trouver la solution. On entend beaucoup aussi certaines banques dire qu'en gros, il faut absolument avoir une résidence principale avant d'investir. Donc ça, c'est plutôt le discours des banques. Le discours des professionnels de l'IMO, des investisseurs et même des formateurs, c'est plutôt rester locataire et investissez. Surtout si c'est pas intéressant de le faire dans la zone où on habite, quoi. C'est ça. Comment toi tu te situes comment tu vois les choses même au niveau de la relation avec les banques sur ces sujets-là? Alors, la résidence principale, c'est sûr que oui, le cliché du banquier, voilà, il va dire oui, achetez votre résidence principale d'abord, puis après on se reverra. C'est pas forcément obligatoire. Il faut simplement que ce soit anticipé. Je m'explique. On peut faire un projet locatif. Bon, je l'ai fait à titre perso, mais j'ai aussi financé des clients qui aujourd'hui ne sont pas propriétaires, mais font du locatif, parce que soit ils ont une capacité d'épargne, soit aussi ils ont une capacité d'endettement futur. C'est-à-dire que on ne les endette pas au maximum, les fameux 35% aujourd'hui d'endettement. 35% du revenu maximum doit être consacré au crédit. On a aujourd'hui possibilité de financer du locatif pour des gens qui vont faire un premier achat, mais qui derrière ont encore une capacité pour emprunter leur résidence principale par la suite. Il faut, si l'achat locatif leur prend toute leur capacité et qu'ils sont plus en capacité eux de se loger ou d'acheter derrière, là effectivement c'est plus compliqué, mais c'est pas rédhibitoire. Euh, il n'y a pas forcément obligation aujourd'hui d'être propriétaire. Après, à l'inverse, attention au discours aussi des formateurs qui vont dire non, mais la résidence principale, c'est pas bien, c'est un poids. C'est aujourd'hui. Alors que pour moi, à mon sens, après, on pourrait partir dans de grands débats, mais on capitalise quand même pour quelque chose qui nous appartient et c'est quand même une sécurité aussi. Après, j'entends que acheter par exemple en plein cœur de Paris, on travaille en plein cœur de Paris, on veut vivre à Paris et pas prendre le train tous les jours, bah oui, acheter aujourd'hui à Paris au prix du mètre carré, c'est compliqué. Donc il y a des situations qui font soit par le prix du mètre carré ou soit par la situation personnelle, parce qu'on n'est pas forcément prêt à acheter tout de suite. C'est bien aussi quand on est sur une période de transition ou quand on n'est pas encore vraiment fixé à être locataire. Mais à l'inverse, voilà, les discours certains formateurs ou pseudo-formateurs qui disent mais n'achetez pas votre résidence principale, c'est un poids. Non, encore une fois, chaque situation est différente et certes, parfois on ne peut pas l'acheter et du coup, bah, être locataire, c'est ce qui se présente le mieux, mais c'est pas forcément non plus une erreur parce qu'il y aurait quand même beaucoup de gens en France qui feraient une grosse erreur d'acheter leur résidence principale. Moi, je le vois quand même comme une contrainte finalement d'avoir une résidence principale, parce qu'on a quand même charge de copro si on est en propriété, taxe foncière, plus les mensualités du crédit, alors que finalement, si on veut déménager, parce qu'en fait, on peut plus, je sais pas, subvenir à toutes ces charges-là, et bien en fait, il faut revendre son bien. Qui dit revendre le bien, c'est est-ce que finalement on va faire la plus-value, combien de temps on l'a acheté, etc. Donc on peut déjà perdre de l'argent sur une opération de résidence principale. Et à contrario, quand on est en location, donc déjà on n'a que le prix de la location, euh, qu'on paye tous les mois, et si on veut déménager, c'est bien plus flexible. Si on est sur du nu, on a 3 mois, et on peut tout de suite diminuer ses charges si besoin. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les banques voient finalement la location d'un mauvais œil plutôt la résidence principale. Est-ce que c'est parce que derrière, s'il y a quelque chose à les saisir, ils vont saisir le bien? Mais il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir ça. Il y a le côté quand même où, quoi qu'on en dise, effectivement, on a un côté capitalisant sur la résidence principale. Forcément, même si on rembourse des intérêts à la banque, il y a quand même une partie du capital qui va venir rembourser la maison. Donc c'est vrai qu'à terme, ça fait aussi du patrimoine. Mais après, je reviens sur ta réflexion. Après, la résidence principale, est-ce qu'elle est un poids? J'ai envie de dire, ça dépend comment tu l'achètes. C'est-à-dire que si tu l'achètes dans un point de vue investisseur, peut-être que déjà tu vas dire, OK, c'est pas la maison de mes rêves, parce qu'aujourd'hui, on garde 7 habitants, hein, c'est les statistiques, 7 habitants la durée de détention d'un bien. Donc, on peut se dire, ma résidence principale, OK, je la veux parce que comme ça, je capitalise un petit peu, mais je vais peut-être acheter quelque chose de plus petit parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais que c'est transitoire, ou quelque chose avec beaucoup de travaux parce que je vais faire moi-même les travaux et que je vais la rendre avec une plus-value. Voilà, encore une fois, il y a pas de vérité, mais c'est sûr que pour une banque, ça va être effectivement
plus rassurant sur le long terme, parce qu'aussi, peut-être que c'est le schéma qu'on nous a inculqué depuis toujours, hein, C'est d'être vrai. propriétaire, hein, c'est un peu le Graal, hein, ça. d'être propriétaire. Il y a des gens qui réussissent très bien en étant tout le temps locataire, mais ça veut dire que il faut, voilà, le mot des banques, il faut que ce soit voulu et pas subi, que ce soit, voilà, par rapport à l'apport qu'on parlait tout à l'heure, par rapport au côté locataire ou propriétaire. Si ça correspond à une stratégie, ça s'entend. Et on a financé ensemble des clients qui aujourd'hui ne sont toujours pas propriétaires Bah, et font du même, je locatif. pense que c'est 90% des dossiers. Oui, en fait, c'est vrai, c'est drôle parce que quand on y pense, oui, sur C'est l'investissement, c'est vrai que tout ce qu'on a c'est fait, vrai. c'était beaucoup des profils locataires qui le sont encore. Donc, Oui. il n'y a pas de, voilà, pas de contre-indication, mais voilà, c'est juste pour répondre au côté résidence principale, certains qui sont farouchement posés, certains qui sont à 100%. Encore une fois, ça dépend du projet de vie, mais voilà, il y a rien de bloquant, encore une fois, puisque c'est vrai que j'avais pas réfléchi à Ah nos oui, statistiques, mais c'est vrai que, je pense que nous, c'est bah, enfin, même la quasi-totalité de nos clients, en fait. ouais, on Parce regardera qu'on après doit si avoir on a financé un quelques-uns. propriétaire en locatif, mais on en a fait, mais Non, très peu, ouais. non, Non, parce qu'au final, ils sont pas Mais passés. très peu, ouais, non, ils sont faits souvent. c'est vrai, mais très peu, ouais, c'est vrai. Donc, comme quoi, voilà, c'est Mais je pense possible. que ça dépend de l'âge aussi, parce que nous, on voit, on a des clients qui ont entre allez, 25 et 40 ans, Mm. pour la plupart. Et je pense qu'on est même à titre personnel dans cette période-là où on ne sait pas trop où on veut C'est vrai habiter. que c'est des profils qui sont pas Et forcément très fixés, qui ont une ouais. certaine mobilité ou qui se disent, bah, dans 2 ans, waouh, je quitte la France ou je Mais change de même, ouais, c'est région, ou ça. donc en fait, ils veulent pas effectivement d'attache. Et là, pour le coup, là, effectivement, là, la résidence principale, elle a pas forcément d'intérêt. Là, pour le coup, c'est un petit peu boulet au pied si on sait déjà que dans un an ou deux, on change de vie. C'est un Ouais, engagement, hein. ouais, c'est C'est vrai. clairement un engagement. À moins qu'on ait cet objectif de revendre tout de suite. Et on l'achète dans Ouais, cet c'est encore une fois, enfin, objectif-là. ouais, ça doit être réfléchi. Il vaut mieux revendre que de mettre en location, je pense. Une des pires erreurs, c'est de remettre son bien en location parce qu'on veut déménager. Mm, On perd beaucoup trop d'avantages. ouais. Bah déjà, rien que l'exonération de plus-value. On sait pas pour combien de temps encore on va Ouais, l'avoir, nous aussi, il y a de la mais plus-value, c'est ça. Mais oui, oui, encore une fois, c'est pour ça, voilà, pour vous professionnels, et voyez si c'est intéressant ou pas. Mais de toute façon, c'est vraiment du cas par cas, hein. Voilà, on n'a pas la même sensibilité. Moi, ça a été ouais. assez rapide de dire je veux ma maison et voilà, je veux mon toit pour mon foyer. Mais oui, il y a des gens qu'on côtoie qui effectivement ne seront jamais le propriétaire de leur vie Ouais. parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas ou parce que voilà, c'est pas dans leur priorité, dans leur choix de vie. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de profils différents. Ouais, c'est clair. Et est-ce que on peut faire juste un petit aparté pour les expatriés? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On le voit, il y a quand même pas mal d'expatriés qui Mm. achètent en France, notamment parce que soit c'est pas intéressant dans les pays où ils logent ou que peut-être pour les transmissions, la fiscalité, etc. Ils font pas le choix d'investir là où ils habitent désormais. Mais Mm. est-ce que aujourd'hui c'est facile pour un expatrié d'investir en France, d'avoir un prêt en France? Alors déjà, tout dépend dans quel pays il est. C'est sûr que s'il est, alors l'exemple plus typique, parce qu'en plus on n'est pas très loin de la Suisse, que ce soit pour un résidence principale ou du locatif, voilà, quand on est en Suisse, c'est pas forcément très gênant. En plus, même certaines banques ont des accords entre la France et la Suisse, point de vue bancaire, ça peut être assez simple. Mais si je prends l'extrême inverse, un pays un peu sur liste noire, ça peut être un peu compliqué. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on a un contrat de travail, on est payé en euros, c'est très simple. Voilà, pour une banque, c'est facile. Mais en fait, tout dépend des pays parce que il y a des pays qui ont des facilités bancaires, comme je dis là avec la Suisse, avec la France, mais il y a des pays pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Je prends l'exemple des États-Unis, où aujourd'hui les États-Unis, ils veulent vraiment tout savoir. Donc déjà, administrativement, le dossier est très lourd d'un point de vue français parce que les banques doivent remplir un certain nombre de documents et répondre à pas mal de demandes parce qu'aujourd'hui, même 1 euro, 10 euros, enfin, les États-Unis veulent tout savoir. Donc, que ce soit un Américain qui vienne en France ou quelqu'un qui soit français, enfin, il faut déclarer le moindre euro qu'on aurait en France si on est résident fiscal américain. Donc, c'est très lourd. Donc, c'est possible, ça dépend du pays. Et après, il faut quand même avoir une situation un peu plus intéressante, on va dire, un peu plus euh, costaude qu'en France. La notion d'apport est quand même plus importante. Euh, sur les derniers financements que j'ai faits, on était quand même, allez, on va dire entre 70 et 80% maximum du projet qui a été financé. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut mettre, allez, 20-30% d'apport, parce que il y a quand même un côté, effectivement,
on parlait tout à l'heure de pouvoir saisir éventuellement sur, par exemple, les revenus, hein, si ça se passe mal. C'est compliqué d'aller saisir sur des revenus à l'étranger. Et oui, là, pour le coup, la notion d'apport est plus importante. Et c'est vrai que d'avoir 20 ou 30%, c'est quand même plus intéressant. C'est ce que demandent d'ailleurs les banques locales. J'ai l'exemple par exemple en Espagne, pour des Français qui voulaient investir avec des banques espagnoles. De toute façon, c'était comme ça. C'était effectivement maximum 70% du bien qui était financé. Et sur les banques françaises, on avait un petit peu plus de latitude, mais guère plus. Il fallait quand même un petit apport. Donc c'est pas impossible, mais pour le coup encore plus à anticiper parce que et même enfin faut être humble aussi, hein. Moi j'en apprends tous les jours sur des pays, je finance pas tous les jours tous les pays, hein. Déjà j'ai beaucoup de dossiers bourguignons. Après j'ai encore des dossiers Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, enfin voilà. Non, c'est Pays-Bas. Mais après ouais c'est vrai que voilà, par exemple Pays-Bas ouais, C'était plus complexe c'était que... étonnamment complexe parce Ouais. que il a fallu voilà, trouver des banques tournées sur l'international parce qu'aujourd'hui des banques locales savaient pas faire. Soit ne voulaient pas ou soit ne savaient pas faire. Parce que c'est plus compliqué administrativement aussi, je pense que c'est un peu plus lourd pour eux. Ouais, c'est souvent la prise de garantie, c'est-à-dire que quand on fait un prêt, c'est que la banque veut toujours avoir un levier pour pouvoir récupérer le bien et le revendre si ça se passe mal. Soit par un organisme de caution qui se porte garant, soit par une garantie hypothécaire, donc directement une garantie prise sur le bien. Et c'est vrai que pour une banque française, c'est compliqué aujourd'hui. Si elle n'a pas de partenariat, aller prendre une garantie sur un bien à l'étranger, encore plus en Europe, enfin, elle ne saura pas faire. Donc, c'est vrai que ouais, sur des banques tournées à l'international, ça peut le faire. L'Espagne, on a eu des banques françaises qui ont pu faire, mais puis encore une fois, ça dépend de l'ampleur du projet. Mais oui, plus on va s'éloigner des frontières et plus on va aller loin, et plus ça va être compliqué. Mais sur le cabinet, on a fait les Émirats, on a fait quelqu'un qui est en Afrique du Sud aussi. Donc le process est plus long, faut en tenir compte, faut tenir compte dans les délais de compromis notamment, parce que voilà, il y a des fois, faut traduire des documents, C'est ce que faut. j'allais dire, il y a quand même un souci de langue Bah oui, 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 pour que la banque comprenne l'ensemble des c'est ça. documents qu'on lui Et parfois, fournit. il faut pas juste Google Trad, hein, il faut quand même un Ouais, traducteur qui traduise le contrat de travail, ou notamment quand on n'est pas payé en euros. Donc c'est un processus plus long, hein, forcément. Justement, la fameuse résidence principale d'un petit couple qui fait son premier achat, en 24 heures, ça peut être bouclé, j'exagère, mais ça peut être ça. Mais oui, un expatrié qui va faire du locatif et qui est hors Europe, oui, par exemple, là, c'est plus compliqué. Mais pas forcément impossible. Donc voilà, tant qu'on sait entre guillemets, voilà, quel est l'employeur, c'est sûr que c'est un employé d'une multinationale, c'est aussi beaucoup plus simple que si on est voilà, une petite boîte locale, ça peut être plus compliqué. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a bossé, c'était du CAC 40, bon, bah, voilà, ouais, chez Total. ouais, bah, ouais, voilà, par exemple, au hasard, c'est effectivement plus facile. Ok. Et si tu avais une seule chose à retenir de tout ton parcours et un conseil à donner, peut-être par rapport à une erreur que tu as fait à titre perso ou quelque chose que tu vois qui est récurrent dans tes dossiers pro, si tu vois, tu dois Une chose, retenir une c'est pas chose, facile, hein, parce que je allez, pourrais en donner 10, mais c'est le on ferait challenge. 3 heures encore. Euh, Moi, je pense que le plus important, ouais, c'est de savoir s'entourer. Je pense que je vais vraiment, C'est c'est fou. peut-être ça basique. Alors peut-être que je peux en donner un deuxième si tout le monde dit ça. Je peux en retrouver un Ouais, En fait, deuxième. chaque personne qui on a pu échanger, à chaque fois, c'est s'entourer des ouais, professionnels, avoir du conseil, ouais. etc. Et au-delà Bah, de Ce qui professionnel, retient. c'est même ton entourage, tu vois. Par exemple, si tu ouais, peux avoir des conseils de personnes qui ont déjà investi et qui peuvent t'apprendre ou te donner les bons contacts aussi. bah, ouais, alors du coup, je vais revenir, ouais, je vais donner le deuxième, mais ça revient un peu sur le premier. C'est aussi quand même de se faire sa propre idée. Euh, il faut s'informer. En plus, Internet, c'est magnifique. On a tout. Alors, il y a du tri à faire, mais il y a de Mm. tout. Il y a quand même des super choses. Il y a quand même des gens qui donnent du contenu gratuit qui est incroyable. Et puis, même du payant qui est très bien aussi. Il y en a d'autres qui pompent du payant pour refaire du payant. Enfin, bref, après, il y a toutes les dérives, mais au-delà de ça, il faut se faire sa propre idée. C'est vrai que moi, sur le premier projet, on a eu beaucoup de freins. On n'était pas propriétaire, déjà dans la tête de notre famille, c'était compliqué de se dire on va acheter 4 murs en gros et faire 250 000 euros de travaux. Ouais. Et puis, en fait, il y a des peurs. En fait, c'est pas souvent parce que soit notre famille a peur pour nous ou dit ah bah tiens ouais, moi j'ai ma voisine, ah bah, elle a loué un appartement, ils ont tout retourné, hein. C'est ce C'est qu'on dit. vrai. Ouais, c'est combien de pourcents de ce qui se passe? Et peut-être que la voisine, elle n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus, ou peut-être qu'elle n'avait pas bien sélectionné le locataire, qu'elle n'avait Mm. pas demandé de dossier, qu'elle n'avait pas pris de garant. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'il faut aussi se faire sa propre opinion. Il faut oser. C'est sûr que c'est compliqué. Moi, le premier, j'ai toujours un petit peu peur de l'échec. Donc, des fois, ça met plus de temps à se décider ou à trouver les bonnes solutions. Mais c'est bien de se faire sa propre idée aussi, de se faire confiance et d'oser.
mais pas forcément se faire influencer. Moi, j'aime bien suivre, mais parce que je les ai un peu en horreur à tous ces formateurs. J'ai encore vu une bêtise, pour pas dire pire, je crois que c'était une publicité voilà, sur Insta où l'idée c'était de dire qu'est-ce que tu perds du temps à acheter un bien où tu seras propriétaire dans 20 ans, alors que si tu me suis et que tu fais de la sous-location, en fait, en 6 mois, tu auras engrangé 10 000 euros. C'est même plus un raccourci là, enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser, mais après quand on a des vrais gens en plus qui ont fait, parce que il y a des formateurs qui sont juste en train de recopier, bah, comme vous avez fait, comme moi les gens que j'ai sollicités à l'époque où vous étiez encore pas installés aujourd'hui, comme vous l'êtes aujourd'hui. Je sais même pas d'ailleurs si à l'époque vous étiez déjà dans l'investissement, c'était peut-être les balbutiements. Donc c'est vrai que d'avoir de l'humain derrière, c'est important, et donc des gens qui ont fait. Donc voilà, faire sa propre opinion, aller voir, il y a des forums, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps pour donner des conseils. Donc voilà, se faire son idée, mais ça rejoint aussi le fait du coup d'avoir, oui, un réseau un peu de confiance, mais que ce soit par des gens qui ont réussi, par moi dans mon métier, de dire demain je sais conseiller un notaire, je sais pas, un avocat fiscaliste s'il faut, une société dans l'investissement locatif, clé en main par exemple, au hasard, Au hasard. et un agent immobilier ou même un artisan. Aujourd'hui, vu que moi j'ai éprouvé les artisans, parce que recommander c'est quand même engageant, donc c'est que des gens que j'ai éprouvés moi au final, donc je peux les recommander. Donc en fait, ce réseau-là, il est important aussi de se faire son réseau. Donc soit profiter du réseau de gens qui en ont déjà, soit après sur une autre zone. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement de réseau, je sais pas, tiens, à Bayonne par exemple, ben voilà, ceux qui nous écoutent qui est à Bayonne, bah, qu'ils fassent son réseau et qu'il aille rencontrer des gens qui ont fait. Des gens qui ont réussi, ils sont souvent OK pour donner des fois des conseils. Donc soit ça, ou soit d'aller voir, oui, un avocat, un notaire. C'est pas des gens qui font peur, c'est au contraire des gens qui sont dans le conseil, donc ça peut être super intéressant. Alors Donc l'avocat, il va falloir sortir le chèque, mais ouais, le notaire, c'est un ben, peu plus facile, d'aller chercher du conseil à voir. gratuit. Bah, ou proposer, inviter l'avocat au resto, voilà, Oui, c'est c'est ça, un bon c'est ça. compromis. Mais non, mais c'est important parce que plus on s'entoure et plus on a des choses aussi auxquelles nous on pense pas. C'est vrai que moi j'ai pris l'expérience pour mon premier achat de ces gens-là qui avaient réussi, mais peut-être que si j'avais trouvé quelqu'un d'inspirant qui m'a dit fais de la colocation, ou je sais pas, je sais pas, enfin, telle ou telle stratégie, ou moi j'ai investi à la campagne, peut-être que quelqu'un m'a dit non, non, c'est centre-ville, j'ai fait ça, ça va marcher, bon ben voilà, peut-être que j'aurais suivi aussi. Donc vraiment l'entourage a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Ça dépend de l'entourage, quoi. C'est ça. Ouais. Il y en a qui peuvent beaucoup ralentir aussi. Oui. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, mais ça prend du temps et ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a aussi justement des échecs avec des gens auxquels on fait confiance, et ça se passe bien la première fois, ou pas bien la Oui. suivante, ou pas bien dès le départ. Donc mais oui, aujourd'hui, en fait, voilà, tout seul, je vais pas faire les proverbes basiques, mais c'est vrai que tout seul, on met plus de temps et c'est quand même plus compliqué. Pourquoi ne Je trouve dommage de pas se servir, sans le mauvais terme du mot servir, mais se profiter justement des gens qui ont réussi pour pouvoir, à notre tour, réussir. Enfin, Ouais, tout c'est le monde clair. s'en tire vers le haut. Eh ben, merci Antoine. Ben, merci à vous, c'était intéressant. On aurait pu faire des heures. On C'est a essayé d'être vrai. assez cadré, mais on pourrait refaire 3-4 épisodes tellement il y a de choses à dire. On a balayé certains sujets, mais avec plaisir pour pouvoir rediscuter. Peut-être qu'on aura des demandes aussi Bah, on voilà, demandera aux auditeurs s'ils veulent sur d'autres te sujets, avec réécouter. plaisir, que ce soit sur le financement, l'investissement, peut-être mon expérience là de nouvel achat auquel j'avais dit non et que je ne ferai jamais ça et que je suis en train de faire. Donc, c'est peut-être intéressant aussi. Je te vois bien raconter quelques anecdotes aussi de projets ou de choses un peu cocasses que tu as pu Ouais, ça vivre peut être sur. intéressant aussi, ouais, complètement. Donc, Ouais, c'est clair. on va se Bon, revoir. on se dit à bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Parfait. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sous Compromis.